financement du PDS 2017-2021, la ministre en charge du plan a animé une conférence de presse aujourd'hui pour expliquer les tenants et aboutissants du PDS 2017-2021. Les organisations de la société civile nigérienne ont été également devant la presse pour présenter le compte-rendu de leur rencontre avec les députés concernant le projet de loi de finances 2018. La teneur à suivre dans quelques instants dans ce journal. Et puis cérémonie de réception d'un complexe socio-éducatif dédié aux enfants orphelins à Seno, un village situé dans le 5e arrondissement communal de Niamey. Vous êtes sur la télévision Bonferré, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Niger se prépare à présenter son PDS 2017-2021 dénommé un Niger renaissant pour un peuple prospère. À cette occasion, une conférence de la Renaissance est prévue du 13 au 14 décembre prochain à Paris, en France, pour convaincre les investisseurs. Les partenaires donc à accompagner le plan. Ce matin, la ministre en charge du plan et tout son staff ont décliné les objectifs et les attentes du PDS 2017-2021. C'était devant nos reporters Abdul Aziz Mahamadou et Ibrahim Amadou. Après la mise en œuvre du plan de développement économique et social PDS 2012-2015, le Niger s'est doté d'un nouveau PDS 2017-2021. Le montant sur cette période est évalué à 13 735 milliards de francs CFA, dont 8 171 milliards de dépenses publiques et 5 564 de dépenses d'investissement privé selon le scénario de base et 15 018 milliards de francs CFA pour le scénario optimiste reflétant les ambitions de la Renaissance Acte 2. La rencontre de ce 16 novembre est une introduction à la conférence de la Renaissance du Niger prévue du 13 au 14 décembre prochain à Paris. Le financement du PDS sera assuré tout d'abord par les ressources nationales, c'est-à-dire le budget de l'État, mais également à travers des ressources extérieures, qu'elles proviennent des partenaires techniques et financiers ou du secteur privé international. C'est précisément l'objet de la table ronde que le gouvernement organise avec l'appui de la Banque mondiale et du PNUD les 13 et 14 décembre 2017 à l'hôtel Méridien Étoile à Paris, sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République lui-même. Au cours de cette importante rencontre, il s'agira de mobiliser des financements auprès des partenaires techniques et financiers, d'une part, ainsi que de promouvoir l'investissement au Niger à travers le secteur privé, d'autre part. Le directeur général du plan a décliné à l'assistance les grandes lignes du PDS et les différents axes qui tournent autour de la renaissance culturelle, le développement social et la transition démographique, l'accélération de la croissance économique, l'amélioration de la gouvernance, paix et sécurité, mais aussi la gestion durable de l'environnement. Le secrétaire permanent du Haut Conseil pour l'investissement, lui, a relevé les 4 secteurs sur lesquels le Niger veut convaincre les partenaires à les accompagner dans la mise en œuvre de leur plan. L'agriculture et l'élevage, l'énergie et les hydrocarbures, les mines et le transport, infrastructures routières et ferroviaires. Nous savons que le Niger est un pays riche, que ce soit en hommes, que ce soit en ressources naturelles, etc., etc. Malheureusement, ce potentiel n'est pas assez connu. Alors à Paris, nous envisageons de mettre cette ressource à la connaissance du monde entier. Pour y parvenir, les autorités sont conscientes qu'il va falloir corriger les insuffisances ayant abouti à la suspension du Niger de l'ITIE, mais aussi et surtout améliorer l'IDH qui classe le Niger dernier des pays. L'ITIE, nous considérons que l'ITIE nous a suspendus injustement pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'objectivité, qui n'ont rien à voir avec le rapport qui a été présenté. Mais quand la subjectivité rentre dans l'analyse qu'on fait d'un État, nous ne sommes plus d'accord. C'est un État qui a adhéré.
à l'ITIE, avec des institutions et des institutions démocratiques qui ont eu à analyser certains points qu'eux, ils ont traités de manière subjective. Nous ne sommes pas d'accord. Nous tenons à ce qu'on nous respecte pour ce que nous sommes, pour les Nigériens que nous représentons. Nous pouvons très bien expliquer cette place, mais malgré cette place, nous progressons. Si vous regardez bien l'évolution, je vous engage à regarder sur le site de l'INS, vous verrez l'évolution de notre IDH. Nous faisons d'énormes efforts et ces énormes efforts sont constatés à travers une évolution de l'IDH dans le sens positif. Le PDES 2017-2021 est en cohérence avec le programme de la Renaissance et la déclaration de la politique générale. La réussite de ce plan dépendra des moyens utilisés par les autorités pour changer la perception de l'opinion dans les affaires, comment faire les affaires et comment soigner l'image du Niger à l'international. Cérémonie de signature de convention aujourd'hui entre le directeur général de l'Agence nationale pour l'organisation de la conférence de l'Union africaine Niger 2019, le ministre des Domaines et de l'Habitat ainsi que la directrice générale de la société Futura SA. Par la dite signature, la directrice de Futura SA s'engage à construire 44 villas qui seront livrées au plus grand tard le 31 mai 2019. Le compte rendu de Soumana Karimou et Mohamedou Djouri. Par cette signature de convention entre l'Agence nationale pour l'organisation de la conférence de l'Union africaine Niger 2019, à travers son directeur général, le ministère des Domaines et de l'Habitat à travers son ministre et la société Futura SA à travers la directrice générale. La société Futura SA s'engage sur fonds propres à construire, équiper et mettre à la disposition de l'Agence de l'Union africaine 44 villas de 4 chambres chacune, soit 176 chambres au total. Il s'agit d'une résidence clôturée sur un terrain de 39 000 m² lui appartenant et qui sera livré au plus tard le 31 mai 2019. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour formaliser une entente dans le cadre d'une convention de partenariat entre la société Futura SA et l'UA Niger. Donc pour l'organisation de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine qui aura lieu à Niamey en juillet 2019. Donc la société Futura SA que j'ai l'honneur de diriger est une jeune société immobilière de droit nigérien. Donc jeune pour son âge, mais grande compte tenu de ses ambitions. En effet, Futura SA ambitionne de construire un complexe immobilier de 44 villas et de grands standings dotés de caractéristiques de sécurité et de confort. Le financement est rendu possible grâce à la Solibank de Gers et les travaux vont démarrer bientôt sur le site prévu à cet effet, donc 6 à Gabougoura sur la route Boudal-Tondikia. Pour le chef de département des infrastructures, Mahmoudou Amadou, en l'occurrence, ce projet entre dans le cadre du renforcement de la capacité de la ville de Niamey en matière de logement grand standing. Quant au financement, il est déjà bouclé. La pose de la première pierre interviendra bientôt, à en croire le chef du département infrastructure. Je dois commencer par remercier la société Futura SA pour avoir répondu à l'appel des autorités nigériennes pour renforcer les capacités de la ville de Niamey en termes de capacité d'accueil. Je veux rappeler que la 25e session de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine a choisi le Niger pour abriter la 33e session en 2019 à Niamey. C'est un important événement pour notre pays. C'est un événement, un grand événement en termes de défis sécuritaires, défis d'organisation et défis de planification. Pour accompagner l'agence, nous avons identifié beaucoup de partenaires. Vous avez vu en octobre passé
le lancement de la campagne médiatique avec les projets qui ont été présentés. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour la signature de cette convention. Et en tout cas, c'est une preuve d'un patriotisme au niveau de la société Futura SA pour accompagner l'agence pour l'organisation de cette conférence. À noter que ce projet, une fois fini, rehaussera l'image de notre pays sur la scène africaine et internationale et renforcera par la même occasion son action diplomatique. Permettra aux opérateurs économiques nigériens de tirer profit des retombées de cet événement et renforcera les capacités du Niger, lui donnant ainsi la possibilité d'accueillir désormais d'autres rencontres et événements d'envergure internationale. Les organisations de la société civile nigérienne ont animé aujourd'hui un point de presse à l'espace France Fanon de Alternative Espace Citoyen. Il s'est agi au cours de cette rencontre avec la presse d'exposer sur leur rencontre avec les représentants du peuple par rapport au projet de loi de finances 2018 qui sera débattu à l'Assemblée nationale dans les jours à venir. Les précisions de Issifi Seini Boubacar et Rabiou Labou. Cette sortie médiatique des acteurs de la société civile s'inscrit dans une logique du combat citoyen et vise à rendre compte au peuple nigérien des conclusions qu'ils ont arrêtées suite à leur rencontre avec les députés nationaux le 13 novembre dernier par rapport au projet de proposition de loi des finances. Pour Moussa Tiangari de Alternative Espace Citoyen, les députés nationaux doivent prendre en compte leurs propositions. Les députés eux-mêmes, certains et beaucoup en tout cas, ceux qui sont exprimés sont scandalisés par ce que le gouvernement a proposé. Ils sont donc conscients qu'il y a un sérieux problème, notamment les mesures. Ils ont, par exemple, la commission des affaires économiques et du plan nous a fait comprendre qu'ils ont rencontré à peu près 14 ministres. Ils ont posé des questions sur certaines mesures, par exemple la suppression de la TATI, qui est une taxe sur la téléphonie qui existe partout dans le monde. Partout dans le monde, il n'y a pas un pays où ça n'existe pas. Eh bien, ils disent que bon, les arguments qui ont été avancés ne les ont pas vraiment convaincus. Eux-mêmes, ils le disent. Le secrétaire général de Alternative Espace Citoyen estime par ailleurs qu'ils doivent avoir présent à l'esprit que l'histoire les jugera et qu'ils doivent analyser cette proposition de loi de finances avec munitie. Ils ont le choix, ils ont une responsabilité. Et c'est ça le sens de l'appel qu'on vient de leur lancer. C'est de leur dire, ok, vous avez vraiment à choisir entre le gouvernement et le peuple. Vous avez à choisir entre le gouvernement et le peuple. Entre le pays et vos petits intérêts à vous. Et on vous regarde. Le jour va venir, vous allez voter. Vous allez d'abord débattre du projet. On va vous écouter. On va voir qui défend quoi. Vous allez voter. On va savoir dans quelle direction vous partez. Après l'exposé du ministre Hassoumi Massaoudou, les débats continuent d'alimenter les cadres de causerie et de discussion. Les acteurs de la société civile appellent à tous les citoyens qui sont proches des députés de les rappeler à plus de sérénité en attendant les discussions à l'hémicycle et le vote proprement dit que les Nigériens attendent avec impatience. Autre aspect de ce journal, après la célébration de la journée mondiale de lutte contre le diabète le 14 novembre dernier, aujourd'hui, l'ONG Forsani, en collaboration avec le collectif des médecins diabétologues du Niger, ont organisé une conférence de presse. Les échanges ont porté sur la prise en charge du diabète non compliqué. Abdoulaye Seydou et Kassassi Ibrahim pour le point. Prise en charge du diabète non compliqué, tel est le thème d'une conférence débat organisée par l'ONG Forsani et le collectif des médecins diabétologues de Niamey. À travers cette conférence débat, les conférenciers ont tenté d'initier les participants sur les différentes catégories de diabète et les traitements oraux destinés aux diabétiques. Le diabète, c'est une maladie qui est caractérisée par un taux de sucre élevé dans le sang au-delà des normes, au-delà de 1,26 g. Il y a principalement deux types de diabète. Le diabète de type 1 qui est le moins fréquent
qui représente 10 à 15% de l'ensemble des diabétiques, qui est lié à un problème de manque d'insuline. Le pancréas, qui est l'organe qui sécrète l'insuline, ne fonctionne pas ou ne sécrète pas cette insuline. Le deuxième type de diabète, c'est lui le plus fréquent, le diabète de type 2, qui représente 80 à 85% de l'ensemble du diabète. Ce diabète est dû à plusieurs facteurs. Il est non seulement dû à l'hérédité, il est dû également à l'obésité. L'obésité entraîne une résistance à la sécrétion de l'insuline. Pour permettre une meilleure prise en charge des personnes atteintes de cette maladie, le conférencier lance un appel à l'endroit des diabétiques. La première arme pour traiter le diabète, c'est le régime. Il faut éviter tout ce qui peut augmenter leur glycémie, c'est-à-dire les aliments qui contiennent du sucre. Et aussi préférer les aliments qui ne contiennent pas de sucre, qui sont par exemple les légumes, qui sont les produits laitiers sans sucre, qui sont également les protéines animales comme le poisson, comme la viande. Il faut également faire beaucoup d'activités physiques. Si la personne ne peut pas faire du sport, rien que 30 minutes de marche par jour peut permettre à ces diabétiques de bien utiliser leur sucre. Et il faut qu'ils soient également bien suivis par leur médecin, qu'ils aillent régulièrement au rendez-vous de leur médecin pour voir leur taux de glycémie et recevoir les conseils de ces médecins qui les suivent pour le diabète. Cette conférence débat est la troisième du genre organisée par l'ONG Forsani et cela rentre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le diabète, célébrée le 14 novembre dernier. Ainsi, le diabète fait partie des 4 maladies non transmissibles qui sont au cœur des préoccupations du ministère de la Santé et de l'OMS et la 5e cause de mortalité dans le monde. Au Niger, les femmes sont les plus exposées et cela peut s'expliquer par le manque d'activité physique. Et justement, le thème de cette année est les femmes et le diabète. La Fondation islamique internationale de bienfaisance a procédé aujourd'hui dans le village de Seno, situé dans le 5e arrondissement communal de Niamey, à l'inauguration d'un complexe socio-éducatif dédié aux enfants orphelins. Le complexe est dénommé donc Dr Faisal Boun Khalid Al-Kain. La cérémonie d'inauguration a eu lieu en présence du ministre du Développement communautaire devant nos reporters Boubacar Amadou et Luc Oga. La présente cérémonie marque l'inauguration officielle du complexe Dr Faisal Boun Khalid Al-Kairi dans le village de Seno, dans le 5e arrondissement communal de Niamey. Un centre socio-éducatif destiné aux orphelins construit par la Fondation islamique internationale de bienfaisance à travers la Sharia Charity International des Émirats arabes unis, qui n'est pas à sa première action de bienfaisance. La construction de 303 mosquées sur toute l'étendue du territoire national. Dans le domaine de l'hydraulique, le fonçage de 155 puits et 3 forages dans plusieurs localités du pays. Dans le domaine d'infrastructures scolaires et universitaires, l'association Charja Charité a construit un amphithéâtre à la faculté d'agronomie à l'université Abdou Moumouni de Niamey, un bâtiment et dortoir à l'université islamique de Saïd. Dans le domaine de l'infrastructure sanitaire, il y avait un don des couveuses au profit des enfants prématurés du Niger, des dons des produits pharmaceutiques et matériel sanitaire pour la prévention de l'Ebola, le méningite, le paludisme au profit du ministère de la Santé publique. Sur le plan social, il y a le parrainage de 218 orphelins et construction de 41 logements sociaux pour les personnes vulnérables à Niamey. À cela s'ajoutent de multiples aides produits vivières, des aides saisonnières, tabaski et rupture de jeunes pour ne citer que cela. Président de cette cérémonie, le ministre du Développement communautaire et de l'aménagement du territoire s'est réjoui d'une part du partenariat entre la Fondation islamique internationale de bienfaisance et le gouvernement qui se développe et se poursuit dans le respect des engagements pris et d'autre part les résultats atteints par les projets et programmes de cette organisation. En effet, depuis une trentaine d'années,
Les multiples interventions de la Fondation islamique internationale de bienfaisance au Niger sont suivies avec intérêt par mon département ministériel, et c'est là dans le cadre des domaines comme ceux de l'action humanitaire, la construction d'infrastructures éducatives et de santé, ainsi que l'hydraulique, pour ne citer que cela. Une fierté pour les responsables de la ville de Niamey de bénéficier de cette réalisation. Je tiens à féliciter, au nom de la délégation spéciale, féliciter cette ONG pour cette belle réalisation qui a été faite en qualité et dans un emplacement territorial où le besoin est exprimé. Et félicitations à tous. Nous allons continuer cet effort-là pour que ça puisse se généraliser dans les autres zones dont aussi le besoin est exprimé. Ce centre socio-éducatif construit dans un espace de 15 000 m² est composé d'une école d'une capacité de 300 élèves, dont 50 seront à l'internat, un centre de santé, un restaurant, un dortoir, une mosquée et une administration. Le coût total de sa réalisation est estimé à 150 millions de francs CFA et est exécuté par l'entreprise Mohamed Lamine. Restons dans le cadre religieux et rendons-nous à Agadez. Vous le savez déjà, la localité a accueilli la grande rencontre annuelle islamique dénommée Wa'azinkassa. Nos envoyés spéciaux, Suleiman Ousmane et Ibrahim Ousmane, se sont intéressés à cette occasion à la vente des articles islamiques proposés aux participants. Aux alentours et en face de l'arène des jeux traditionnels d'Agadez, c'est un petit marché qui a été improvisionné sur place par certains commerçants venus du Nigeria, Bénin et du Niger et qui a fait la fierté des fidèles musulmans venus à la rencontre islamique et des fois même certains habitants de ces alentours qui viennent s'approvisionner de plusieurs articles islamiques et autres. À l'exemple de ces fidèles musulmans qui témoignent et profitent de ce genre d'événements. Ce genre d'événement, c'est vraiment une occasion pour nous, puisque tout ce qu'on peut trouver au marché à 2000, ici, on peut le trouver à 1000 francs. Vous voyez, tout est moins cher ici. C'est ça aussi la particularité. Moi, je suis un marabout. J'ai besoin de ce genre de documents. Et certains, il faut ce genre d'occasion pour en profiter au maximum. gaskiya ba ya in ba irin wa'in ruwan mawuyaci mutum ya same su gaskiya bayan wazin kasa ga tira Najeriya bore ga kan da tira mo ga fala warga duwa alhali kan ga hegunda to din sai go gawin da ka guna. Initiateurs tout comme revendeurs d'origine différente se réorganisent en fonction de l'événement, mais aussi une façon pour eux d'apporter leur contribution en termes islamiques. Dama mun taba zuwa wa'azi wannan gari na Agadas. Gari ne mai albarka. Je suis venu du Nigeria. Sinon, nous, on ne se déplace que pour ce genre d'événements un peu partout à travers pour vendre nos produits et autres articles islamiques. Ces genres d'initiatives fréquentes depuis pratiquement quelques temps dans presque tous ces genres d'événements visent davantage à créer les liens de fraternité, de solidarité et de cohésion sociale entre les musulmans, mais aussi et surtout d'entraide entre les fidèles musulmans de nationalités différentes. Il est sur le plateau comme chaque jeudi, Ibrahim Yero pour la une des journaux. Yero, bonsoir. Je vois que tu es en train d'imiter mon geste, donc moi je laisse. Et bonsoir et bienvenue donc dans ce journal Yero. Bonsoir Bouli, bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne réponds pas parce que je suis en deuil. Yero, nous allons... Je suis en deuil, je ne dirai rien Bouli. On continue. Mes condoléances alors, excuse-moi. Merci. Mes condoléances vraiment. Merci. Je ne le savais pas. Nous débutons la une des journaux avec
éclosion qui évoque les conséquences de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et c'est sous le titre suivant, Bouli, arrêt de la Cour constitutionnelle. Karijo Mahamadou tombe sous le coup de l'illégalité, s'inquiète en gros l'hebdomadaire L'Éclosion qui écrit, et je cite, en dehors du fait que le suppléant du député président de la Haute Cour de justice, Karijo Mahamadou, soit le frère de la première dame Malika Issoufou, rien n'explique la précipitation dans laquelle le gouvernement et le président de l'Assemblée nationale se sont perdus. Pire, leur précipitation compromet aujourd'hui la nomination même de Karijo au ministère des Transports. L'article 80 de la Constitution de la 7e République est pourtant sans équivoque possible sur la fonction gouvernementale. Il stipule, je cite, les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à l'échelle internationale, nationale ou locale, de tout emploi public ou privé et de toute activité professionnelle. Nul ne peut être membre du gouvernement s'il ne jouit pas d'une bonne moralité attestée par les services compétents. Fin de citation. Or, poursuit L'Éclosion, à partir de cet arrêt de la Cour constitutionnelle, le siège occupé par le député Karijo n'est toujours pas vacant et c'est lui qui l'occupe. Dès lors, il se trouve actuellement dans une situation de cumul de fonctions incompatibles. Et en aucun cas, on ne peut être ministre et député en même temps, croit savoir L'Éclosion. Le Républicain nous rapporte la guéguerre au sein du parti de l'Adan Tchana. Crise Amen Amin, Omar Hamidou Tchana versus Mohamed Mbarek, annonce en gros l'hebdomadaire Le Républicain. Le Républicain qui écrit, et je cite, « S'achemine-t-on vers un feuilleton judiciaire au parti Amen Amin ? Au regard du développement de la crise au sein de cette jeune formation politique, nul doute que rien ne va plus entre les deux principaux fondateurs du parti, à savoir Omar Hamidou Tchana et Mohamed Mbarek. Le parti Amen Amin va connaître sa plus grave crise où ce sont les deux éléphants de cette formation politique qui vont croiser le fer. Certains militants de ce parti nous ont confié aux Républicains donc que rien n'est joué au regard du leadership de ce jeune ex-député considéré à tort ou à raison comme le véritable meneur de la mouvance dite Tchana quand ils étaient à Lumana et du parti Amen Amin. Les désormais ex-camarades, à savoir Tchana et Mbarek, se traitent par tous les noms d'oiseaux sauvages. Après la déclaration de la coordination Amen Amen de Tawa, dans un tweet, Omar Hamidou Tchana a écrit, je cite, « L'espion démasqué a organisé un simulacre de réunion ce matin pour tenter une dernière fois de déstabiliser Amen Amin. » Fin de citation. Le feuilleton Amen Amin n'est qu'à son début de commencement. Qui l'emportera, s'interroge le Républicain. Le congrès extraordinaire demandé par la coordination de Tawa aura-t-il lieu? Autant dire que les camarades d'Amen Amen vont goûter à leur tour la même épreuve qu'ont vécu les partis comme CDS, MNSD et Lumana, pour ne citer que cela, prévient le Républicain. L'actualité semble se délecter de l'exclusion du vice-président de Amen Amin. Amen Amin, Mohamed Mbarek, exclu des rangs du parti de l'Adan Tchana, s'exclame en gros l'hebdomadaire L'Actualité qui écrit, et je cite, le week-end dernier, le directoire politique du parti Amen Amin s'est réuni à l'effet d'examiner quelques aspects de la vie de ce parti dont on se rappelle que le président vient de quitter l'équipe gouvernementale dans laquelle il occupait le prestigieux poste de ministre d'État. Il s'agissait notamment d'apprécier et décider du sort d'un militant un peu trop subversif, pour ne pas dire troublant, de ce parti, à la personne du sieur Mohamed Mbarek, transfuge du modèle Lumana Africa vers Amen Amin. En effet, poursuit l'actualité, le sieur Mbarek était surveillé depuis quelque temps sans le savoir
et il s'employait à mettre à mal les intérêts de sa propre formation politique. Plusieurs fois mis en garde, il refusait d'obtempérer et n'en faisait qu'à sa tête. Les raisons de son audace étant son appartenance à la grande section Amen Amin de Tawa. Sauf que, poursuit l'actualité, Mbarek ne pouvait prétendre être plus malin que tous les autres d'Amen Amin. C'est par simple calcul qu'ils ont alors décidé d'arrêter le train de Mbarek. Le sort de celui-ci fut scellé en pratiquement 1 heure d'horloge lorsque les membres du bureau politique national d'Amen Amin ont abordé son cas. Ils ont décidé de son exclusion pure et simple des rangs de leur formation politique. Mbarek peut donc aller voir ailleurs et ne pourra plus se prévaloir de casquettes de militants d'Amen Amin, soit une belle gifle à l'endroit d'un militant indiscipliné et jugé prétentieux par-dessus les bords, s'exclame l'actualité. Et le canard en furie ironise de ce qui arrive à l'ancien ministre des Transports. Guéguerre Omar Hamidou Tchana Mohamed Mbarek, qui règne par les armes, périt par les armes, s'exclame en gros l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui écrit, et je cite, « Lorsqu'on n'est pas d'accord, on claque la porte et de bonne manière. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est en battu, main dans la main, pour faire sombrer le Modenfa Lumana Africa et son président Mamadou. Omar Hamidou Tchana et Mohamed Mbarek sont tous deux à la croisée des chemins. Le premier constate, plein d'angoisse, qu'il pourrait bien faire les frais d'un coup dont il a été le maître d'œuvre contre Hamamadou et le Modenfa Lumana Africa, et décide de prendre le taureau par les cornes en amenant son parti à prononcer l'exclusion du second. Il croit ainsi avoir exorcisé le danger qui le guette. Le second, poursuit le canard en furie, lui a appris du premier et a compris que sous le Niger actuel, la félonie politique est le meilleur gage pour prospérer et prendre des galons. Pourquoi s'émouvoir tant de ce qui arrive à un Omar Hamidou Tchana? Pourquoi condamner Mohamed Mbarek qui sait mieux que quiconque ce qu'ils ont combiné ensemble pour le succès d'une mission qui a finalement échoué? S'ils ont rendu d'éminents services au PNDS, notamment à la ville de Niamey, dont un des leurs a pris la présidence du Conseil, et comment? Il reste que tous deux sont des hommes de main qui se livrent actuellement à une scène de ménage aussi grossière que burlesque, se fâche le canard en furie. Et la roue de l'histoire nous apprend l'arrestation d'agents d'une banque de la place. Bouli va me donner quelques secondes pour retrouver la roue de l'histoire parce que notre conducteur... Voilà. Donc voici la une de la roue de l'histoire. Un réseau de faussaires démantelé à la BIA, annonce en gros l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire. La Roue de l'Histoire qui écrit, et je cite, « Depuis la semaine dernière, le responsable et le caissier monétique de la BIA sont gardés à la police judiciaire suite à un scandale de manipulation des comptes magnétiques des clients et des passations de fausses factures, de fausses écritures, au détriment de la banque elle-même. L'affaire a été décelée suite à un contrôle de routine qui a permis de relever un écart de 47 millions francs CFA entre les données enregistrées sur le serveur et les écritures passées sur le compte de la banque. Il semble que ce trafic a duré plus de 3 ans sans que le poteau rose soit découvert parce qu'il est mené minutieusement par des initiés. En effet, poursuit la roue de l'histoire, les deux bonhommes qui séjournent actuellement à la police judiciaire sont les seuls qui maîtrisent les techniques de la monétique à la BIA. Les responsables antérieurs de la banque ont fait en sorte qu'il en soit ainsi, comme si eux-mêmes étaient de connivence avec les faussaires. Tous les fonds dégagés pour la formation sur cette technologie ont bénéficié exclusivement à ces derniers depuis l'introduction de la carte BIA Cash ou Visa dans les opérations de la banque, précise la roue de l'histoire.
Et le courrier Hiero, si ton ordi le permet, bien sûr, semble fâché contre le projet de loi de finances 2018. Loi de finances 2018, les vaines excuses d'un régime voyou, titre en gros. L'hebdomadaire Le Courrier qui écrit, et je cite, la loi de finances 2018 est inéquitable, inopportune et antisociale, ont déclaré les deux centrales syndicales du pays. Et si, pour montrer leur bonne foi, la société civile nigérienne a approché la commission des finances et du plan de l'Assemblée nationale pour des propositions alternatives, le fossé semble toujours trop large entre le gouvernement et l'ensemble des citoyens nigériens qui ont en bloc rejeté le projet de loi de finances. Selon un acteur de la société civile, pourtant connu pour son sens du compromis, cette rigidité du pouvoir dans une situation où il doit faire profil bas est à la fois surprenante et provocatrice. Car, dit-il, lorsqu'on regarde dans le rétroviseur, on voit nettement les auteurs de la banqueroute financière actuelle. Lorsqu'on fait le point sur les innombrables scandales financiers qui ont émaillé la vie de la 7e République, il est difficile, voire impossible, de consentir la moindre excuse au gouvernement. Ayant carrément fermé les yeux de façon régulière sur les malversations financières et autres délits qui se chiffrent à des centaines de milliards de francs CFA, voire plus selon certaines sources avisées, le pouvoir a fini par faire prospérer l'image d'un régime voyou. Ce n'est pas d'ailleurs fortuit si Mamadou Issoufou n'est pas capable de réduire le train de vie de l'État, constate pour déplorer Le Courrier. Je vois que Bouli est pressé, pourtant il nous reste le hérisson Bouli. Nous allons donc découvrir la une du hérisson. Amadou Boubacar Cissé, le retour au Lamchiland, entendez la mangeoire, ricane en gros le minuscule hérisson. Le hérisson qui écrit, et je cite, « La vie à l'opposition n'est pas facile d'être. » De surcroît, une opposition sans repère qui n'offre aucune perspective. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Amadou Boubacar Cissé, qui n'est pas né de la dernière pluie politique, a certainement compris qu'il n'a rien à attendre de mieux en restant à l'opposition. Non seulement il y a l'âpreté de l'adversité, mais il y a aussi le risque pour lui de voir son parti éclater en lambeaux, d'autant que l'aile adverse se considère toujours de la majorité présidentielle. Sans compter qu'avec le Modenfa Lumana Africa, fanatisé jusqu'au bout des ongles, aucun leader autre que Hama Amadou ne peut prétendre au leadership au risque de se voir lynché verbalement par les Djandjaouides à la solde du Mandela de la frontière Niger-Burkina. La plus-value de ce virage à 180 degrés que veut amorcer l'ex-boulanger de la Renaissance, entendez Amadou Boubacar Cissé, c'est de pouvoir dormir tranquillement sur son oreiller du président d'un parti entier et peut-être aussi retrouver sa voiture noire perdue après son départ du gouvernement, ironise le satirique Le Hérisson. Ibrahim Hiero, merci. Inch'Allah, à la semaine prochaine. Merci Bouli, à la semaine prochaine aussi. Inch'Allah. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, votre débat en Hausa Gaskia avec Abdoulaye Mamana et son invité aujourd'hui. Il s'agit de l'acteur de la société civile Nuhu Arzika.